Voilà. Alors je présente notre conférencier d'aujourd'hui. Il s'agit du philosophe Peter Sloterdijk. Il est né en 1947 à Karlsruhe. Il a fait ses études de philosophie à Munich. Il les a terminées à l'université de Hambourg avec une thèse de doctorat sur l'autobiographie. Actuellement, il occupe la chaire de philosophie et d'esthétique à l'école de Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe. Et ses publications commencent à être tout à fait connues en France. Je ne parle pas en Allemagne et aux États-Unis. Il a publié un des premiers ouvrages qu'on a eu de lui en français, ça a été La critique de la raison cynique. Je crois même à la fin des années 80. Un énorme ouvrage tout à fait essentiel qui est paru aux éditions Christian Bourgois. Vous avez aussi La mobilisation infinie vers une critique de la cinétique politique aux éditions Christian Bourgois, L'heure du crime et le temps de l'œuvre chez Kalman Levy, Le penseur sur scène. La plupart des œuvres sont publiées chez Christian Bourgois. Et puis, je vous signale les deux dernières. En tout cas, en plus, c'est-à-dire il faut féliciter Peter Sloterdijk, c'est que ce sont, pour une fois, des livres de philosophie qui sont vraiment à des prix très très abordables, puisque la fameuse conférence Règles pour le parc humain qui a déclenché une si intense discussion un peu partout est parue chez Mille et une nuits. Au prix de 10 francs, vous pouvez le trouver, et que j'ai reçu hier, puisque je l'avais commandé et qu'il venait de sortir, j'ai reçu hier La domestication de l'être, toujours les Mille et une nuits, toujours à 10 francs. Dans le volume 6, ça sera plus cher, mais il y aura 60 et quelques conférences. Je vais lui passer la parole pour sa conférence sur finitude et ouverture vers une éthique de l'espace, autre sous-titre sur les fondements de la solidarité dans la forme inclusive. Après sa conférence, bien sûr, il y aura réponse aux questions comme d'habitude. Merci. Merci d'abord pour cet aimable accueil. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, pour commencer, combien j'éprouve l'honneur qu'on m'a offert l'occasion de prendre la parole devant un public aussi éminent et complexe que celui-ci, et retenant tout de même que le chiffre 330 semble promettre un destin heureux à ce discours. Seulement le chiffre 333 aurait pu promettre davantage. Je parlerai donc sur le thème finitude et ouverture vers une éthique de l'espace. Cela implique bien sûr une allusion à un livre que j'aime beaucoup et qui m'a inspiré lorsque j'ai écrit ma trilogie sur les sphères, vers une éthique de l'espace. Derrière cette formule se cache bien sûr le titre de Gaston Bachelard, Poétique de l'espace. Et je parlerai sur les fondements de la solidarité dans la forme inclusive. La phrase d'Aristote, selon laquelle l'homme est un zoon politikon, animal politique, souligne, pour ce qui concerne l'espèce humaine, que les hommes doivent être avant tout définis comme les animaux qui mènent leur vie en commun. Le prédicat politikos, qui a ici un accent biologique, est cependant, à y regarder de plus près, trop faible à tous égards pour désigner ce qu'ont de spécifique les associations humaines. Dans le discours aristotélien, notamment dans sa fameuse Histoire des animaux, fait caractéristique, il ne désigne pas exclusivement le mode d'existence des êtres humains, mais tout aussi bien celui des insectes sociaux ou d'animaux vivant en meute, comme les loups et les grues. La zoologie grecque parle des animaux de horde menant une vie sociale comme des créatures politiques, sans s'inquiéter beaucoup, dans un premier temps, de ce que diront d'autres disciplines sur l'homme comme animal qui raconte, qui fait des sacrifices, qui construit des villes
qui élaborent des concepts. Le mot politikos vise ainsi, sans atteindre le centre de sa cible, les motifs pré-politiques et non urbains de la sociabilité humaine. Il constate que les êtres humains, d'emblée, sont ceux qui ne vivent pas seuls et qui se retrouvent pas seulement pour l'accouplement, mais pas uniquement non plus pour le commerce urbain. Lorsqu'on parle des êtres humains comme d'animaux politiques, on admet qu'agissent entre ces créatures des forces liantes, difficilement compréhensibles dans l'optique des idéologies individualistes et politiques. L'individualisme est la forme de pensée qui réserve le prédicat de réel à l'individu et qui n'admet la validité des communautés que sous la forme de conglomérats résiliables d'une réalité secondaire, c'est-à-dire sous forme de société, dans le sens où l'entend la théorie du contrat. Avec une telle approche, on perd toute possibilité de rendre compte de la densité irréductible des relations d'intimité humaine. Elle exclut de la perception anthropologique le champ des relations fortes. Je me permets de remarquer que j'ai introduit le concept de relations fortes dans le premier volume de cette trilogie sur les sphères que je viens de mentionner, où je donne une définition de ce concept comme une sorte de container autogène qui contient un couple. Le couple, c'est un conteneur autogène où le contenu préexiste au conteneur. Je vais revenir sur le paradoxe de cette formulation. Mais quel est cet ouvrage commun qui pousse, pour ainsi dire, a priori, les unes vers les autres, les créatures menant une vie sociale, les imbrique les uns avec les autres et les place sous des motifs d'existence commune? Nous allons commencer ici à développer, au-delà des fondements microsphérologiques, une série de réponses macrosphérologiques qui découlent toutes d'une observation élémentaire. Lorsque les groupes humains, depuis les cultures de chasseurs à l'âge de pierre jusqu'au seuil de la modernité, tendent à afficher des forces de cohérence interne tout à fait puissantes, c'est parce qu'ils se trouvent à tous les niveaux de l'échelle de grandeur du système social sous un impératif de forme existentielle. Pour des motifs spécifiques à l'espèce, et bien avant que la forme de vie qu'est la police n'ait donné aux hommes leur pensée commune déterminante, les membres du même groupe ont les uns avec les autres de fortes relations, plus que ne l'a pu le décrire jusqu'ici aucune théorie de la communication, mais d'une autre manière aussi que celle imaginée par les conceptions romantiques, communautaristes et organicistes que nous connaissons. Il n'est pas nécessaire de souscrire à la théorie exagérée du génie des peuples pour percevoir la réalité des communes denses et des cultures dotées de leurs propres valeurs. De la même manière que, selon les théologiens chrétiens, les personnages de la Trinité immanente, n'ont pas à dresser un mur autour d'eux pour être toujours tout à fait eux-mêmes et s'intégrer pourtant les uns aux autres. Les membres de la société primitive et primaire n'ont pas besoin non plus, pour mettre en œuvre la forte relation qu'ils ont les uns avec les autres, des murailles physiques qui les entoureraient et les regrouperaient. Pour longtemps encore, aucun mur n'est nécessaire autour de leur colonie pour manifester le fait qu'ils ont un rapport entre eux et de la manière la plus radicale qui soit. La communauté sans mur, elle aussi, se reproduit de manière endogène à partir d'énergies de cohésion qui font que chaque groupe se crée son propre espace existentiel et sa forme typique dans laquelle il peut apparaître à soi-même et aux autres. Même sans amplificateurs architecturaux massifs, tout groupe parlant comme un nous
c'est se placer dans une silhouette perçue par les sens et par une sorte d'attraction centripète, s'installer dans une forme globale et intégrante. Toutes les entités culturelles primaires peuvent être comprises uniquement comme des processus morphogénétiques qui s'engendrent eux-mêmes. Le projet immédiat de toute communauté est la mise en sécurité prolongée du groupe par lui-même, dans son enveloppe morphologique. Toutes les sociétés concrètes, sociétés primitives et complexes, sont des projets sphéro-poétiques et nous pouvons provisoirement passer sous silence les significations géométriques de l'expression sphère et nous contenter de vagues espaces intérieurs. C'est une constatation triviale. Dans l'histoire de l'espèce humaine, la grande majorité des constitutions de sphères sont demeurées de petits ensembles en forme de clans, pratiquant une culture de la tribu, dont seul un faible nombre sont parvenus à se constituer en structures ethniques de format moyen. De fait, un peuple est déjà un effet morphologique qui, conçu à partir des débuts de la horde, frôle l'impossible. Car il suppose la synthèse culturelle et le plus souvent aussi politique de milliers de hordes ou désormais de familles ou de lignées. Dans les cas les plus rares, seulement ces structures, dépassant les entités populaires, ont grandi pour devenir des macrosphères du plus haut niveau, c'est-à-dire des États-cités ou des empires multi-ethniques, et même, dans le sens où l'entendent Spengler et Toynbee, au niveau de culture qui ont été capables de prendre au niveau politique et ontologique la forme de monde. L'expression de monde ne dessinait pas alors tout ce qui est le cas, selon la formule magique de Wittgenstein, mais tout ce qui peut être contenu par une forme ou une limite consciente. Nous le désignerions aussi de manière adéquate en parlant d'un contexte autogène. Ici, je renvoie encore une fois à la notion du conteneur autogène habité par le couple qui engendre l'espace où il se trouve. Donc, dans un couple intensif qui entretient une relation, ce que j'appelle une relation forte, le lieu est avant le lieu interne, le lieu de la relation est avant le lieu physique, et le couple ils sont chez eux avant de pouvoir se poser la question est-ce qu'on va chez toi ou chez moi? Le symbole d'intégration déterminant de ce concept du monde, nous le trouvons, pour ce qui concerne l'Antiquité occidentale, dans le tableau homérique et ésodien de l'Œcuménée, entouré par le fleuve qui s'appelait l'océan, c'est-à-dire le lieu d'habitation visible de l'homme, entouré par les frontières d'un mystère divin de portée générale. Le monde de la Chine antique, lui aussi, connaissait pour désigner cela le symbole analogue du Tien Xia, tout sous le ciel ou royaume. Dans les deux concepts d'Œcuménée, concept grec, concept chinois, le concept de monde est lié à l'idée que toutes les choses manifestes sont entourées par un anneau extérieur composé de puissances d'organisation invisibles. Cet anneau apparaît consciemment dans la pensée dès que les groupes primaires, atteignant une taille critique, sont touchés par un stress morphologique qui doit être maîtrisé par la construction de murailles et des moyens symboliques de l'affirmation politique et philosophique de soi-même. Mais même bien avant, lorsque de petits groupes humains mènent encore la vie de chasseurs, plus ou moins nomades, et sont encore très loin de se retrancher derrière des fortifications de villes et des murailles frontalières des royaumes, ils existent encore, en tout cas, dans des formes qui s'arrondissent et s'incluent elles-mêmes. La forme
endogène, le conteneur autogène fonctionne aussi au-delà du niveau du couple primitif. Nous les désignerons comme les serres sans parois de la solidarité des sphères. Les serres sans parois de la solidarité des sphères, qui est tout autre chose que la solidarité imaginaire et organisée des groupes d'intérêt dans les sociétés de masse modernes, qu'il s'agisse de ceux qu'on appelle la classe ouvrière ou de celle des anciens et des jeunes qui, par le détour des caisses de sécurité sociale, seraient liés les unes aux autres par des pactes apparemment peu solides entre générations. Parler de solidarité dans les sphères de la forme, cela revient, en premier lieu, à rappeler que chez ceux qui coexistent réellement, les relations internes ont une priorité absolue sur ce qu'on appelle les relations avec l'environnement. Les hordes les plus primitives manifestent justement cette tendance au primat de l'intérieur, dans la mesure où, en tant que serre relationnelle réelle, elles mènent les membres du groupe à leur optimum relatif. Elles sont avant tout centrées sur la protection de soi-même, derrière des murailles non construites et des parois non édifiées. Le principe de la paroi entre donc en jeu dès les constitutions de sociétés les plus primitives, même là où l'on ne peut guère parler de réalisation architecturale de la figure d'inclusion séparatrice de l'espace. Aux environs des campements des tentes du Moustérien, on a trouvé des amas de restes osseux, première esquisse de palissades magiques. Là où les murs, construits et non construits, divisent l'espace, on a toujours affaire à des créations physiques et mentales d'espace intérieur. Car la première paroi est toujours celle que l'on voit de l'intérieur. La paroi, pour nous, la clôture constituante, la ligne d'enceinte que nous nous fixons à nous-mêmes. La différence topologique originelle entre l'intérieur et l'extérieur, chez nous, pas chez nous, s'impose dans un premier temps son jalon matériel massif. Sur elle repose l'univers magique des identités qui, dans la plénitude démesurée de ses réalisations isolées, répète constamment la loi de la production d'espace dominée par l'endosphère. En tant que groupe auto-clôturant, ceux qui coexistent isolent de l'espace non pacifié leur parcelle d'habitat et de leur paix. Ici, je me permets de remarquer que le mot Umfriedung, le mot allemand Umfriedung, donc ce qui signifie à peu près enceinte, signifie littéralement l'espace pacifié ou un mur pacificateur. L'effet d'auto-hébergement résulte de cette insulation, un concept qui renvoie à l'œuvre d'un ethnologue éminent américain qui s'appelle Hugh Miller, très peu connu en Europe, qui a reconnu le principal mécanisme socio-topologique. Les groupes coexistants créent à travers leur champ de proximité un climat intérieur qui agit sur les habitants comme une niche écologique privilégiée. C'est ça le principe de insulation. Les hommes ne sont donc pas tant des chercheurs de niches, comme les animaux, que des constructeurs de niches. Ce qui les caractérise, c'est le fait qu'ils aménagent eux-mêmes le lieu sur lequel ils peuvent prospérer. Dieter Claessens a souligné, grand anthropologue sociologique, un des derniers classiques de ce siècle, mort il y a quelques années à Berlin. Dieter Claessens a souligné ce fait anthropologique en soulignant les aspects nécessaires. Citation. Tandis que l'évolution pour les mammifères a transféré la fonction de niche
un élément favorable à la survie, un élément extérieur, bien sûr, comme l'eau, puis à la protection plus manifeste de l'œuf, et pour finir, à la créature maternelle elle-même, qui, dans cette mesure, devient directement le mécène de la génération suivante et développe soi-même en elle le climat interne artificiel qui est la condition d'une évolution plus ambitieuse. L'évolution fait un retournement d'une certaine manière lorsqu'elle s'approche du phénomène humain. Parce que, à présent, l'utérus redevient un espace social, ce qui signifie simplement qu'une part de la fonction protectrice qu'avait assumée l'espace intérieur maternel est de nouveau transposée vers l'extérieur, ce qui ne serait pas possible si un espace extérieur de ce type n'était pas créé à l'avance, et cela représente l'utérus social. Donc, derrière cette citation se cache une très grande, très forte spéculation sur le rôle de l'espace dans l'évolution des formes et surtout sur le rôle du féminin dans cette évolution en tant que productrice d'une maternité forte. Maternité forte, c'est-à-dire que le corps de la femme en tant que mère représente déjà l'environnement primordial dans lequel l'évolution de ce corps ambitieux comme celui de l'homme peut se développer. On pourrait dire quasiment que l'évolution qui mène vers une position de maternité forte a remplacé les poules qui pondent des œufs à l'extérieur par des poules qui pondent les œufs dans l'intérieur. Et cela crée un effet d'intériorité magique qui a des effets pour tout ce qui reste à penser en ce qui concerne la spatialité humaine. Parce qu'on change toujours d'espace. Il en résulte que toute société est un projet utérotechnique. Elle doit produire à partir d'elle-même la réserve qui lui permet d'exister. Cependant, habiter ne signifie pas, comme l'enseignait Heidegger, le simple fait de se créer une réserve, mais aussi faire la distinction entre la sphère réservée et la sphère non réservée. Dans la mesure où cette distinction élève l'endosphère hors de l'exosphère, elle décide de ce qui doit se trouver à l'intérieur et de ce que seront les circonstances. Elle fait en sorte que l'on découpe dans l'extension indifférente ou enchantée de l'espace non exploré là-bas, à l'extérieur, le lieu qui ne sera pas indifférent, le lieu spécifique. Cette zone pacifiée, clôturée et pacifiée, qui se conserve elle-même, se démarque souvent des simples cercles tracés par les démons et les brigands. On peut par exemple discerner encore dans les paroles des augures romains les traces d'un acquittement originel à l'égard des champs et des places de villages abandonnés à l'herbe, jadis sauvages et non pacifiés, et qu'il convient de bénir. Ailleurs, j'ai essayé d'interpréter dans cette terminologie le phénomène remarquable du pomerium de la ville de Rome, c'est-à-dire le pomerium, c'est le territoire enchanté sur lequel la construction de cette ville a pu s'effectuer et où les augures ont eu le droit de suggérer que ici, en face de ce ciel, les divins seraient plus proches de la terre qu'ailleurs. C'est dans le lieu aménagé, viabilisé et libéré que le monde s'éclaircit pour devenir le nôtre. Notre lieu, proprement, devient le cœur de l'étang
ou le siège de l'âme du monde, même si, nous l'avons vu, le terme de propre pose certains problèmes dans des contextes comme celui-ci. Dans la mesure où nous habitons à l'intérieur, la place choisie, centrée sur l'intérieur, accède au monde pertinent et se distingue comme une région de densité supérieure, de clarté plus familière, mais aussi de plus grand péril. Là où les groupes humains constituent leur espace d'habitat et de vie, l'autoprotection, l'autoclimatisation et l'auto-arrondissement agissent comme des créateurs de lieux. La Terre peut bien être saturée par les millions de colonies étrangères. Ce qui est d'abord incomparable et le demeure jusqu'à nouvel ordre, c'est cette colonie-là, parce qu'elle nous héberge, nous rend possible et se tient ouverte à nous de manière actuelle. Nous découpons ici, dans l'espace extralunaire et indifférent, une sphère animée, la communauté que nous constituons. C'est dans elle que nous habiterons, comme dans notre quartier cosmique. Nous savons ici ce que nous voulons dire lorsque nous affirmons que nous, comme chez nous dans le monde. L'extrait, ou le secteur, est le message, la sphère est le sens de l'être. Depuis ces réflexions, le retour vers les études microsphérologiques est ouvert. On peut à présent se poser la question: où sommes-nous véritablement lorsque nous croyons être auprès de nous ou chez nous dans une région, dans un paysage, dans une ville? Si cette question du « où » veut prouver plus qu'un abus de la particule interrogative, elle nous force à supposer que l'être dans, pour reprendre la formule fameuse de Heidegger, que l'être dans, au sein d'un monde public et familier, ne peut jamais être totalement trivial. Nous devons encore une fois nous convaincre du fait que l'habitat commun dans un monde-lieu implique plus qu'une occupation égocentrique à plusieurs personnes. En nous référant aux esquisses de Heidegger sur une analyse de l'être dans, nous pouvons dire: il y a dans l'être là une tendance existentielle à la proximité. L'habiter ou l'être à l'intérieur éloigne et ouvre comme espace du pouvoir être prêt. Les propos plutôt formalistes de Heidegger n'éclairent guère l'essence et la dynamique de l'approchement qui ouvre le monde. Certes, rien ne semble plus naturel que cette idée. Un groupe, en termes contemporains, un système social simple, se trouve justement dans l'espace là où il est, et du simple fait de son être ici, il se réfère à l'espace autour de lui comme à son entourage, en termes contemporains, à son environnement. L'être ici de chaque groupe par rapport à son lieu pose tout de même un problème qui échappe autant aux cartographes et aux fonctionnaires des cadastres qu'aux sociologues des champs. Parce que les ensembles humains sont, de par eux-mêmes, des entités autoprotectrices et utérotechniques. Ils ne occupent jamais seulement un secteur dans un espace physique ou juridique donné, mais ils produisent d'abord et spécialement l'espace où ils habitent et qui leur sert de sphère de relation et d'animation. Où qu'ils viennent, où qu'ils s'installent, ils ont toujours la faculté de créer eux-mêmes leur espace intérieur spécifique et son ambiance. La sphéropoïèse, l'atmosphéropoïèse et la topopoïèse se déroulent au cours d'un seul et même processus. Elles constituent l'aspect formel de la création de valeurs locales, dans la mesure où elles créent le secteur qui signifie le monde. De lui, des excursions vers l'univers sont possibles. Je cite une phrase du philosophe autrichien Thomas Macho: c'est comme reproduction de l'intérieur que l'on conquiert l'extérieur. C'est en tant que reproduction de l'extérieur que l'on sacralise l'intérieur. Dans la mesure où il s'installe,
ceux qui sont unis dans le monde commun se protègent dans un cercle spécifique qui leur appartient en propre, comme dans une serre sans paroi, une tente faite d'une silhouette et de zons. C'est la raison pour laquelle, y compris pour ce qui concerne les groupes établis apparemment sans équivoque, on peut répéter cette question bizarre: où sont-ils donc lorsqu'ils sont où ils sont? La question appelle des réponses fécondes dans la mesure où elle réussit à expliquer pourquoi l'être à l'intérieur ou l'être auprès de soi des ensembles humains est toujours parcouru par une ambiguïté topologique et qui met chaque ici en tension par rapport à un autre part, un ailleurs. Qu'est-ce que cela signifie que dans tout être là à l'intérieur, apparemment indiscutable, valable ici et maintenant, s'ingère la référence à un autre intérieur, un intérieur là-bas, passé ou futur, qui ne peut jamais être totalement écarté de la pensée par la situation actuelle. Parce que l'attachement à l'intérieur se présente toujours comme un état de fait à plusieurs strates qui indique aussi et toujours une autre part. Le discours de l'être ici à l'intérieur masque l'indication d'une différence topologique fondamentale qui ne se laisse pas niveler en se cramponnant à notre présent immédiat et primitif. Là où existent des êtres humains, leur propre lieu renvoie toujours à d'autres lieux et d'autres situations. Chaque ici à l'intérieur laisse transparaître un intérieur qui avait une validité ailleurs. Chaque paroi remplace une paroi, chaque intérieur désigne un autre intérieur, chaque sortie d'une situation intérieure suscite d'autres sorties. Et justement parce qu'il en est ainsi, la différence primitive entre l'endosphère et l'exosphère peut être troublée de l'intérieur. Ce que sait Sigmund Freud de l'étrangeté inquiétante, vom Unheimlichen, n'est qu'une allusion voilée par la psychologie à l'inversabilité fondamentale de la différence topologique primaire entre l'intérieur propre et l'extérieur étranger. Avant toute psychologie, il y a l'expérience du fait que l'intérieur apparaît de temps en temps comme l'étranger et l'extérieur comme le propre. Les productions humaines d'espace doivent d'emblée s'accommoder dès le début de cet alourdissement et cet enrichissement. Un deuxième extérieur inquiétant met sous tension le premier, l'intime, et un deuxième extérieur prometteur sape le sens du premier extérieur étranger. Les espaces humains sont surréels parce que la différence allotopique s'exerce dans chaque lieu. Nous sommes comme nous sommes ici du seul fait que, venant toujours de là-bas, nous avons de là-bas dans l'ici. En conséquence, l'homme est l'animal qui, avec les autres essentiels, produit dans presque chaque situation des endosphères parce qu'il demeure marqué par le souvenir d'un autre être ayant été à l'intérieur et par l'anticipation d'un ultime être enveloppé. C'est la créature mortelle et natale qui a un intérieur parce qu'elle change d'intérieur. En chaque lieu de l'être humain agissent des tensions de déménagement. Pour cette raison, toute histoire est celle des parois et de leur métamorphose. Je fais un bond en avant pour appliquer ces considérations au phénomène des empires primitifs de l'Antiquité. À l'intérieur des sociétés rituellement pacifiées, surtout lorsqu'elles ont accédé au rang de royaume consolidé et disposant d'une longue expérience de la paix, des réflexions critiques sur la violence peuvent se développer qui révèlent et mettent à mal le jeu fatal au cours duquel on excite la jalousie. Certains des plus anciens témoignages sur la constitution d'éthique atténuant la jalousie,
qui est en même temps le lien social primordial, et qui ont explicitement des éthiques antimimétiques, figurent dans les livres des sagesses de l'Égypte antique. Nous soulignerons ici plus particulièrement les paroles d'Amenhotep, scribe et intendant du blé au temps du Nouvel Empire. Il s'agit d'un texte didactique et moralisant écrit vers 1300 avant Jésus-Christ, dont on retrouve sans le moindre doute possible des échos dans les littératures du Proche-Orient, mais aussi et tout particulièrement dans les textes de sagesse de l'Ancien Testament, notamment dans les Proverbes de Salomon. Dans ces écrits, comme dans de nombreux autres exemples de la réflexion égyptienne antique sur la sagesse, on anticipe aussi l'éthique du Nouveau Testament dans l'enseignement de Amenhotep à son fils Carnac, un texte édité d'ailleurs d'Élisabeth Lafont chez Gallimard. On trouve entre autres ces principes. Ne clame pas contre celui qui t'a injurié, mais retourne-lui une réponse qui se justifiera d'elle-même. Ne discute pas avec un homme emporté, ne l'aiguillonne pas avec tes paroles. Laisse passer la nuit avant de lui répliquer, afin qu'il prenne le temps de se calmer. Toutefois, écarte-toi de l'homme passionné et abandonne-le à lui-même, car Dieu saura comment lui répliquer. Respecte les limites des terres cultivables, car pas une parcelle de celles-ci ne doit être soustraite à la veuve. Ne convoite pas les biens d'autrui et n'affame pas ton voisin, car en vérité, il est choquant de prendre à la gorge celui qui est confirmé dans le bien par jugement, et pervers celui qui tente de l'écorcher afin de se l'approprier. Ne chante pas les louanges de celui qui a réussi chez un homme qui est resté obscur. Ne tourmente pas le nain, ne caricature pas l'estropié. Tends la main au vieil homme avec toutes les marques du respect qui lui est dû. Ne tracasse personne, car tous sont dans la main de Dieu. On pourrait lire ces maximes comme un témoignage en faveur d'une révolution de la discrétion. Près d'un millénaire et demi avant le sermon sur la montagne, ces pensées de la vallée du Nil réprouvent l'impudence avec laquelle ceux qui pratiquent la violence se laissent aller depuis toujours, comme si aucune personne susceptible d'être prise au sérieux ne les regardait. La réflexion égyptienne avait déjà posé les questions décisives de toutes les civilisations élevées. Que sont la violence et la brutalité, sinon un signe du manque d'égard témoigné par ceux qui agissent envers les témoins supérieurs? Les maximes du surveillant des céréales montrent que dans le climat plus doux de la culture des classes moyennes dans l'Égypte antique pouvait poindre un esprit de sagesse équivalent à une première lumière. Elle ne cherche plus le motif de la coexistence dans des rites qui citent les actes de violence lointains et sanglants, mais dans l'être gardé et l'être saisi en commun par l'un, le Dieu tout attentif. Ici, je reprends le motif de l'enceinte invisible, constituée cette fois-ci par l'attention d'un Dieu bienveillant et omniprésent qui aurait la capacité de climatiser l'espace politique d'un grand royaume. C'est pour ça qu'on a eu, dans l'évolution de l'esprit humain, besoin d'un stade monothéiste pour remplir l'espace vide des grands royaumes et pour le transformer en espace animé, espace plein, animé par la présence d'un Dieu qui n'est que attention, que intelligence et coprésence avec les actes
des êtres humains qui peuplent l'espace. Parfaitement lucide, le nouvel enseignement de la sagesse met au jour le mécanisme du dérapage, de la virulence entre les hommes lorsqu'elle naît de l'envie et indique le chemin menant à une vie dans la discrétion et la modération. Le nouveau way of life égyptien équivaut à une ascèse visant à interdire les explosions violentes. Il se fonde sur la supposition qu'il existe une attention divine transperçant les espaces et à laquelle rien n'échappe, pas même les impulsions les plus intimes des agissants. C'est d'ailleurs aussi la raison pourquoi ce genre d'observation omniprésent, monothéiste, et en même temps la matrice de l'esprit paranoïaque et de tous les fantasmes de persécution. Ce qui est sûr, persécution par une sorte de terrorisme divin, de terrorisme d'État, qui est étroitement lié au fantasme de cette transparence, de l'espace transparent politiquement. La foi dans l'observateur suprême qui commande la discrétion se trouve ainsi au commencement d'une évolution portée par les prophètes juifs et l'éthique de Jésus et qui débouche, au bout du compte, sur des formulations modernes des droits de l'homme. Ce courant moral est porté par l'évolution, se fonde, et j'ajoute l'élément nécessaire qu'il existe un lien profond entre les fantasmes de l'observation et l'imposition d'un code éthique. L'un accompagne l'autre nécessairement. À notre époque, on parle même des observatoires éthiques, comme autrefois on parlait d'observatoires astronomiques. On a renversé les télescopes. Donc, ce courant moral est porté par l'évolution, se fonde sur la découverte du fait que les grandes sphères du type des royaumes et des empires, et surtout des églises, ne sont en mesure de conserver durablement leur forme que si elles cessent de miser essentiellement sur la violence du sacrifice et la terreur exercée par les dieux. Ça représente un stade plus archaïque de la synthèse sociale. Les grands corps politiques accèdent à une inclusivité engageante dans la mesure où, comme en témoignent les théories d'Amenemopé, ils se hissent au rang d'éthique qui accorde explicitement sa protection aux victimes actuelles et potentielles, les faibles et les étrangers. Cette tendance s'était déjà manifestée dans le code de Hammurabi à Babylone vers 1700 avant Jésus-Christ. Le ton général des nouvelles théories de sagesse, c'est l'exhortation à ne pas participer à ces dérapages qui libèrent la violence. Cela correspond à un climat éthique moins marqué par la mobilisation du groupe contre les boucs émissaires et les ennemis que par le souci de cohésion civile dans un grand espace pacifié. Le climat d'inclusion, c'est le début de l'éthique du monde, Weltethik. C'est un élément de la politique climatique des empires stables que de promettre l'assistance aux nécessiteux et de se montrer prévenant envers ceux qui sont en péril et défavorisés. C'est la raison pour laquelle la généalogie de la morale, ici du ressentiment des perdants, comme Nietzsche l'a présenté, est une déduction certes juste mais unilatérale. Elle doit être complétée par une généalogie de la morphologie de l'Empire, c'est-à-dire de l'impératif de la société inclusive. Un paradoxe s'attache donc à cette éthique. Elle produit elle-même de nouveau des effets exclusifs parce qu'elle est forcée de proclamer que les groupes intégristes et les peuples obstinés qui ne veulent pas se dissoudre dans la tiédeur civilisée de l'Empire sont nécessairement des adversaires.
L'universalisme éthique se heurte donc justement, sur tous les fronts possibles, aux limites structurelles de l'inclusivité pacifiante. De fait, les climats internes plus doux se développent le plus souvent, et dans un premier temps uniquement, derrière les murs fiables. Et en tentant d'exporter les normes douces de climat qui sont en vigueur à l'intérieur du mur, la violence impériale perce plus ou moins brutalement les corses pacifiées. C'est avec ce dilemme que doivent vivre les grandes religions et les théories de la sagesse inclusive depuis qu'elles sont entrées sur la scène de l'histoire du monde. Il y a 3000 ans, comme partenaires symbiotiques des empires, mais aussi comme leurs dissidents chroniques. Le judaïsme historique, notamment, a été un symbiote dissident des empires. Il a toujours dû chercher son bonheur dans les failles inter- et intra-impériales. Dans le même temps, les empires, avant l'apparition des images du monde coordonnées dans le temps de l'axe. Ici, je fais référence à ce fameux théorème de Karl Jaspers qui a voulu que l'évolution spirituelle de l'humanité ait connu un grand retournement qui se serait développé entre 800 avant Jésus-Christ et 300 avant Jésus-Christ dans des royaumes entre la Chine et la Grèce. Dans le même temps, les empires, avant l'apparition des images du monde très élevées et les éthiques élevées, doivent se charger d'assurer cette semence des êtres bons qui méprisent la paix armée imposée par les États et leur système juridique fini pour lui opposer la paix d'un tout autre royaume et d'une toute autre justice infinie. C'est là. Donc c'est d'ici que la bataille entre la réflexion que j'appelle le finitisme et la réflexion infinitiste a été déclenchée. C'est avec la distinction entre les types de paix, la paix finie, la paix infinie, que débute la véritable guerre mondiale. Le combat relevant de l'histoire du monde, produit par l'antithèse entre le pouvoir, marqué par enracinement, affirmation, appareil, culture, et l'esprit, caractérisé par déracinement, résistance, anarchie, art. S'il existait une fin de l'histoire, on la remarquerait à l'extinction de ces oppositions. Merci beaucoup pour votre très belle attention. Ne pensez-vous pas que toute éthique, toute morale repose sur la sensibilité des individus? Et le départ, l'idéal serait qu'il y ait au contraire un développement de l'individualisme, parce que c'est la base de toute éthique et de toute morale, en ce sens que on ressent les choses ou on ne les ressent pas. Vous pouvez dire que quelque chose est bien, si on ne le ressent pas comme bien, pour soi, ce n'est pas bien. Et pour le mal, c'est pareil. D'autre part, la clôture, les murs que vous avez évoqués, finalement, si on prend par exemple l'exemple du patriotisme, qui était très à la mode à une époque où l'éthique était donc patriotique, a abouti à 2 guerres mondiales. Donc là, il y avait une clôture de la France, il y avait un mur autour de la France, il y avait un mur autour de l'Allemagne, autour d'autres territoires. Mais la notion de créer des murs pour aboutir à une meilleure éthique me paraît extrêmement dangereuse, et je pense que tout simplement il faut une espèce de discussion entre les individus pour que on aboutisse à ce qu'on appelle la démocratie. Je réponds immédiatement. Oui, j'ai envie,
à vous applaudir, sauf un petit commentaire qui concerne le concept de l'individu. Tout mon effort à travers cette trilogie dont je viens de citer un petit chapitre, c'était de refonder et de reformuler le concept d'individu comme un effet social. Donc il faut quand même, avec toutes les sympathies qu'on a pour le concept de l'esprit de l'individu comme régulatif de nos jugements moraux, il faut quand même admettre que l'individualisme, à son tour, fait des présuppositions qui sont aussi dangereux que la dérive les dérives créées par le patriotisme ou le nationalisme exacerbé dont vous avez parlé pour de très bonnes ou très mauvaises raisons. Parce que, à mon avis, l'individu peut être une instance saine ou salvatrice. J'emploie ce mot avec toutes les précautions nécessaires, que si on peut être sûr que l'individualisme est seulement le symbole d'une société qui fonctionne. Donc, si être individu veut dire être membre d'une société, des individus, donc d'un groupe social qui permet un très haut degré d'individualisation pour chacun, chacune de ses membres. Je consentis parfaitement. Mais dans la mesure où cette condition ne peut pas être remplie, l'individualisme est aussi un symbole d'une situation sociale qui est à la dérive, où l'espace public et l'espace habitable, la serre de la culture, a été délaissée par ses membres. Et tant que les énergies, les individus ne sont pas coordonnés d'une façon apte à créer la serre de la culture qui nous permet de prospérer, l'individualisme est aussi une tendance qui mène à la destruction de la vie sociale. Donc, on est toujours entre deux dangers, une sursocialisation ou une sous-socialisation des êtres humains. Et à notre époque, on est bien sûr incliné à souligner surtout les risques de la sursocialisation, parce que le XXe siècle a été et aura été, dans toutes les rétrospectives qu'on fera dans l'avenir, le grand siècle des collectivismes abusifs. Ça, c'est sûr. Et il faut assurer une fois pour toutes, si on peut profiter d'une formulation aussi pathétique que cela, que la tentation de ce genre de collectivisme ne revienne jamais. Et là, l'attention et le méfie, même la méfiance individualiste est tout à fait la bienvenue. Mais dans l'autre perspective, il faut aussi déjà se munir d'outils suffisants, théoriquement suffisants, pour penser la tâche de l'avenir qui sera de construire des serres culturelles dans lesquelles
les êtres humains peuvent prospérer. Monsieur. Oui, moi, j'ai trouvé que vous réussissiez, une objection un petit peu du même type, vous réussissiez d'autant mieux à parler d'une éthique de l'espace que vous ignoriez ou laissiez à distance la notion de temps. C'est-à-dire que dans une perspective kantienne, par exemple, il n'y a pas du tout cette idée de succession qui est celle du temps qu'on retrouve, le temps qu'on retrouve évidemment dans tout ce qui est intériorité, mystère. D'une certaine façon, le temps ne circule pas et votre très bonne genèse d'une société qui intègre toutes les dimensions possibles de l'espace oublie un peu, ou enfin je ne sais pas comment, la perd, la notion du temps. Oui. Non, vous avez absolument raison, mais avec une petite différence quand même. Je n'oublie pas le temps, je le mets de côté. Je le garde en réserve pour une argumentation ultérieure, pour une simple raison. Le XXe siècle a été le siècle d'une chronolatrie immense. C'était le siècle qui a refoulé l'espace pour miser sur l'aspect temporel de l'existence humaine. On a pratiquement déspatialisé l'homme, ce qui représente une diète métaphysique parfaite, mais qui ne correspond pas tout à fait aux exigences des êtres finis qui vivent dans la finitude, dont un des aspects primordiaux est l'extension et l'existence dans l'espace. Et c'est aussi un discours qui pourrait être valable dans un effort de résister d'une façon responsable au danger d'une mondialisation exacerbée, qui est de nos jours probablement le plus grand danger en ce qui concerne les sentiments de vie des êtres humains qui doivent pourtant définir l'espace où ils sont. Et on ne peut pas se contenter d'une théorie de l'appartement pour un seul personnage. Il faut penser aussi les appartements pour plusieurs. Et il faut finalement accepter la vérité que la famille n'est pas du communisme appliqué. Il faut penser l'espace de la famille, l'espace familial, pour ainsi dire. Et il faut repenser aussi, comme pas mal de penseurs français d'ailleurs l'ont fait dans les décennies qui se sont découlées, il faut repenser la société moderne en termes d'une politique de l'amitié, ce qui présuppose nécessairement un espace marqué par la convivialité. Mais si ça vous soulage, je peux vous laisser savoir que dans le troisième volet de cette trilogie, je vais parler longuement du besoin du temps et je vais faire quelques propositions concernant une critique de la raison prophétique pour épuiser avec des moyens techniques la dimension de l'avenir surtout. Tout en haut. Vous pouvez vous lever, qu'on vous voit. Oui. Très difficile de vous parler. Si le XXe siècle a idolâtré le temps, je crains que le XXIe siècle idolâtre quelque chose d'un petit peu plus complexe, un produit dérivé sur le temps, c'est-à-dire l'accélération
C'était juste pour ce qui est de la première question. Je crains que la personne ait mélangé nationalisme et patriotisme. En France, il y a une différence qui a été déjà énoncée par De Gaulle. Il a dit le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester le pays des autres. Je n'ignore pas qu'il peut y avoir une évolution continue de l'un à l'autre. C'est bien pour cela que je pense que l'insulation, si elle est l'élaboration d'un climat privilégié à l'intérieur d'une sphère, c'est aussi d'une certaine façon rejeter la sphère des autres. Et donc, je n'ignore pas que de l'un à l'autre, il puisse y avoir beaucoup d'évolution. Mais je pense que De Gaulle avait bien montré qu'on pouvait être d'un côté et pas de l'autre. Vous avez, à mon avis, il me semble que vous avez fait un contresens quand vous avez cité les Égyptiens. Je prends pour référence Yann Assmann, qui est un égyptologue allemand, qui a fait des cours au Collège de France, qui sont publiés d'ailleurs chez Julliard. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que quand les Égyptiens énoncent et codifient dans leur livre des morts des phrases, des maximes, c'est au moment où ils voient que ces valeurs sont en train de partir. Et il me semble que vous avez une vision assez progressiste dans laquelle, petit à petit, des concepts se mettaient en place de mieux en mieux. Alors que, il me semble que là, ce serait plutôt le contraire. Je ne défends pas la vision selon laquelle il y aurait un âge d'or initial, mais je pense qu'aucune des deux conceptions du temps linéaire n'est bonne. Pour ce qui est de ce que l'homme produise l'espace intérieur. S'il vous plaît, il y a d'autres questions, donc essayez de vous limiter à une remarque. D'accord. J'en ai plus qu'une d'ailleurs. Voilà. Il me semble que, quand vous avez dit que l'homme produit son espace intérieur, il me semble que votre vision était très virtualisante. Vous avez souligné le fait que vous avez méprisé, à mon avis, l'aspect être de chair de l'homme. Cela dit, vos réponses après semblent dire que j'ai mal compris. Donc je fais tout à fait amende honorable. Il me semble que cette théorie était quand même un humanisme qui voudrait que l'homme ne soit plus qu'un être intellectuel. C'est une théorie qui véhicule, à mon avis, consciemment ou non, un mépris pour l'être de biologie. Mais je me trompe peut-être, donc toutes mes excuses si c'est le cas. Il a fait une référence à Heidegger dans la Non. À qui il a fait une référence à qui De Gaulle, d'abord, son nationalisme. Ah bon. Non, mais à la fin de sa remarque, qu'est-ce qu'il a dit? Bon. Bon, mais j'espère d'abord que vous avez remarqué qu'il ne s'agit nullement d'un discours biologique, mais une théorie de l'espace, et nécessairement une théorie dont nos amis les sociologues diraient qu'il s'agit d'un discours culturaliste. Et ma démarche consiste, à la rigueur, dans un essai d'élargir la notion du champ culturel d'une façon pour renverser finalement la relation entre sphère et environnement. Parce que si vous acceptez la définition de la sphère ou de l'intériorité, comme je la propose, il est bien évident que l'homme ne sera jamais capable de protéger, comme les écologistes nous le proposent aujourd'hui, de protéger l'environnement. Parce que l'environnement, c'est précisément l'espace qu'on a laissé dehors, qu'on n'habite pas. Et à vrai dire, il s'agit de la question comment faire entrer ce qu'on a appelé environnement jusqu'alors, comment faire entrer cet espace dans l'espace élargi de notre communauté. Donc comment inviter la nature à s'asseoir à la table de l'homme et de devenir un membre de la communauté. Donc il faut environnementaliser nos idées. Il faut laisser tomber le concept de l'environnement parce qu'il est en soi contre-productif et il ne peut jamais être le fondement d'une politique verte qui est sans aucun doute le grand sujet du XXIe siècle. Donc il faut repenser aussi l'espace habitable d'une politique sans frontières, et il faut repenser toute cette question qui se cache chez moi derrière la formule de la sphère
sans parois ou de la ville sans murs, qui est d'ailleurs aussi une métaphore adéquate, à mon avis, pour ce qui se passe aujourd'hui en Europe, qui a résolument dépassé l'âge des nationalismes néfastes. Ça, c'est sûr. On va prendre encore trois, peut-être pas plus de questions, mais d'abord, prenez conscience que Sloterdijk, avec un français remarquable, vous comprend et vous répond en français, ce qui n'est pas forcément facile. Donc, une question ici. Et j'ai un micro qui voudrait descendre là, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, vous êtes tout à fait... Je voulais d'abord remercier l'orateur pour son remarquable exposé. Et j'aimerais savoir s'il pense qu'il n'y a pas une signification particulière au voisinage entre la police grecque, qui était la cité protectrice, et la police au sens de nos langues actuelles, qui est une force de coercition. C'est-à-dire quelque chose qui passe de l'état providentiel et structurant à un état contraignant, par l'évolution du mot. Sur le passage entre la police comme disons, espace de protection et l'état providentiel comme espace de contrainte. Vous avez des commentaires? Ouais. Bon, là... Je voudrais un micro, là. Mais peut-être je peux ramasser les questions. Oui, bien sûr, oui. Où sont les micros? Les porteurs de micros, je ne comprends pas. Non, il n'y aura pas des questions pour tout le monde, mais où sont les gens qui placent les micros? Pardon, là, donc, allô, ça effectivement. Allô. Attention. Il est là? Ah ouais, je peux parler. Je suis là. Sur votre droite. Oui, je voulais soulever... je suis là, monsieur. Voilà. Je suis là. Non, il y aura pas. On va prendre encore 3 ou 4 questions parce qu'on ne peut pas. Oui, je voulais soulever le fait que le monde intérieur semble de plus en plus condamné où beaucoup de personnes, disons, se ruent vers les drogues, tabac, alcool, cocaïne, etc. Parce que ils ont, je pense, le sentiment que leur monde intérieur doit être dépassé et ils recherchent le renouvellement de leur esprit. De même, il y avait les Indiens d'Amérique avaient un système où je pense c'est dans ce sens qu'ils avaient adopté le système de passer leurs enfants pour leur faire passer à l'âge adulte, de leur mettre couvrir de fourmis rouges pour que la douleur leur fasse oublier un moment trop doux pour faire face aux moments difficiles de la vie. Disons que c'est le monde intérieur de l'homme dont une partie est mauvaise et l'autre partie est bonne, qu'il faut faire un choix. Il y a donc là une ambiguïté avec, disons que le monde des sphères où l'intérieur est protégé, mais le mal peut venir aussi de l'intérieur de la sphère et il y a constamment une recherche de renouvellement entre pour passer d'une sphère à une autre, une sphère quand elle est... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voulez répondre? Allô? Oui, j'ai pas compris, s'il vous plaît, l'autre code de moins 1700 avant Jésus-Christ, j'ai pas compris quand vous aviez... Code d'Hammurabi. Code d'Hammurabi, ok. Code d'Hammurabi. Vous voulez répondre quelque chose là? Oui. Non, cela nous renvoie à la question, à une question thérapeutique, si j'ose dire, parce que il y a de toute façon un lien profond entre la question de l'espace et ce que les psychanalystes dans la tradition allemande, les suites de Otto Rank, ont appelé la situation thérapeutique. Donc c'est un genre de rencontre qui, par sa propre nature, crée un espace interpersonnel qui produit, par le simple fait d'exister, déjà des effets thérapeutiques. C'est le secret d'une thérapie, d'une psychothérapie réussie. Ça serait, selon ces théoriciens, cela se cache, selon ces théoriciens, dans le renouement d'un lien qui ouvre l'espace.
Et si cette capacité de créer la bulle vitale autour de soi et de partager cette bulle avec un autre pôle qui entre dans la structure du couple primordial. Toutes les autres formes de construction spatiale resteront à jamais tout à fait fragiles et sont toujours menacées par un dégonflement ou parce que l'individu reste prône à une décompression complète parce qu'il est trop vulnérable lorsque l'autre interne n'est pas là comme un ange protecteur. D'ailleurs, il existe un grand chapitre dans le premier volet des sphères qui s'appelle Bulle. Il y a plusieurs chapitres où j'essaie de reconstruire à partir des données des recherches psychanalytiques les plus poussées, de reconstruire cet espace primordial et la façon comment l'autre primordial est pressant à l'intérieur de la bulle vitale de l'individu. Mais je regrette de ne pas avoir les moyens et le temps d'expliquer cela comme il le conviendrait. Mais je suis quand même content de pouvoir annoncer qu'il sera prochainement possible de relire tout cela dans la traduction française de ce texte. Et il me sera un plaisir de vous envoyer un exemplaire si vous me laissez votre adresse. Mais alors... ne me posez pas des questions qui provoquent la même réponse. Alors, il y a beaucoup de questions, mais nous ne pourrons pas toutes les prendre. On va en prendre encore deux. Donc, madame, puisque une femme... Alors, femme, mais aussi sociologue urbaniste, donc l'espace m'intéresse pratiquement... Parlez dans le micro, oui, je dis pas. Femme et sociologue urbaniste, donc c'est à ce titre, l'espace m'intéresse fortement, puisque impliqué professionnellement. Ce que me suggère votre réflexion, que j'estime par ailleurs beaucoup, ça me suggère de s'interroger sur l'espace du discours. Peut-on se passer d'une approche de l'espace sans s'interroger sur ce que produit le discours en tant qu'espace? À partir de là, discours sur l'espace, c'est construction d'un espace, construction intellectuelle et procédurale, en fait, échange de paroles, mais aussi parole qui aboutit à une procédure. Ouais. Et ça me renvoie dans le prolongement de cette construction d'un discours sur l'espace et de cette production d'espace par le discours, la fonctionnalité du droit, quel rôle peut-il jouer là-dedans, l'état de droit, la philosophie hegelienne et les philosophes allemands sont, me semble-t-il, assez concernés par cette approche. Et j'aimerais vous suggérer le concept d'Habermas sur la démocratie procédurale qui questionne directement sur cette pratique du discours. Voilà la bonne question. C'est l'avant-dernière, seulement. Ouais, mais... Il y en aura une dernière ici. Voilà. Alors. Bon, d'abord, je ne pense pas que le dernier mot en ce qui concerne une théorie du discours valable soit déjà prononcé et qu'il faut attendre une nouvelle génération de théoriciens pour se débarrasser de ce que notre génération et les plus anciens ont laissé derrière eux pour encombrer l'espace public avec des discours sur l'espace public. Donc, il existe un très beau mot de Hannah Arendt concernant la théorie de la démocratie selon John Dewey, grand penseur pragmatique de la démocratie américaine, et il parle de la tour d'ivoire du common sense, dans laquelle se trouverait
ce penseur qui, à son tour, quand même, représente une génération de penseurs beaucoup plus ouverte, beaucoup plus démocratique et conviviable que tout ce que nous connaissons de la plus jeune école de Francfort, etc. Donc, dans ces textes, on retrouve encore une trace de cette vérité archi-américaine qui disait « The truth is on the highway ». Donc la vérité, c'est sur la rue ou sur la route, plutôt la route que la rue, parce que the highway, c'est la route qui mène nulle part, mais pas dans le sens heideggérien, mais qui mène dans les espaces ouverts d'un pays presque pas du tout habité. Mais il est vrai, un discours compétent sur la capacité du discours de créer des communautés, discursives, ça reste à refaire. Et moi, je suis convaincu que dans l'avenir, on va puiser plutôt dans les contributions de penseurs français que dans les écoles allemandes du passé. Je ne dis pas cela pour vous faire plaisir, mais parce que c'est vraiment ma conviction. Et comme je suis quelqu'un qui a survécu à l'enseignement allemand, et je me suis échappé vers un climat plus doux, cette espérance est bien fondée chez moi. Et je vous remercie de cette question. Alors, la dernière question, dernière. Oui. Je suis juriste, je suis juriste praticien et malheureusement par formation juriste de réflexion. Mais en même temps, il faut réfléchir. Vous savez qu'en matière d'IVG et de bioéthique, on vous a accusé à tort de prôner un nouvel eugénisme. Et dans les règles sur le parc humain, vous avez indiqué qu'un des éléments de la communication paranogène est de confondre prescription et description. J'aimerais que vous éclairez ce terme en vous faisant sourire pour vous indiquer qu'au niveau de l'après-coup d'une application de la loi, on constate des choses comiques. Vous savez, et tragiques. Vous savez qu'en France, la femme n'a pas le droit d'avorter quand elle est un enfant, pas une adulte, avant 10 semaines, mais qu'elle peut le faire si elle est en détresse psychique. Et qu'après 10 semaines, elle peut avorter s'il y a un danger physique mettant en péril l'œuf dans son ventre ou sa santé à elle. Je fais référence à tout à l'heure ce que vous avez dit tout à l'heure. Avant, vous avez avec la poule l'œuf qui sortait, maintenant on regarde à l'intérieur, etc. Bien. Et paradoxalement, dans le pays, je ne sais plus de votre mère ou de votre père, parce que je crois que vous êtes mi-hollandais, mi-allemand, on autorise l'IVG jusqu'à 24 semaines. On constate que dans ce genre de pays, finalement, la femme renonce à l'IVG parce qu'elle peut attendre longtemps, ce qui fait penser un peu à la phrase d'Aristote, jusqu'à 3 mois, l'enfant dans le ventre de la mère est une chose, de 3 à 6 mois, c'est un animal, à partir de 6 mois, il devient un être humain. J'aimerais que vous explicitez le concept, la communication paranogène aboutit à confondre prescription et description. Voilà. C'était pas une question facile. Ce sont toujours les dernières questions qui créent le trouble. Bon. Écoutez, laissez-moi vous répondre d'abord d'une façon indirecte. Selon les recherches des anthropologues, des paléoanthropologues, des biologues, etc., l'homme, tel que nous le connaissons, fait partie d'un genre biologique qui se distingue par un critère tout à fait paradoxal. Nous sommes tous, pour ainsi dire, des êtres avortés. Avortés dans un sens extrêmement large, abusivement large, bien sûr,
avorter si on admet avec les paléontologues, les paléanthropologues, que si l'homme devait être né dans un état de maturité biologique correspondant à celui de nos parents les plus proches, il nous serait nécessaire de passer une période de 21 mois dans le climat privilégié de ce que nous avons coutume d'appeler les mers. Mais après ce discours, je suis sûr que vous n'oserez plus jamais de profiter du mot de mer d'une façon aussi naïve que auparavant, parce que derrière ce concept se cache l'énigme de l'espace et l'énigme de ce mouvement métaphorique qui est notre vie en tant que reproduction d'un espace vivable dans des conditions dont la vivabilité n'est pas garantie a priori. Je pense que le fait que les femmes chez Homo sapiens ont découvert ce geste dramatique qu'est l'avortement est un symbole passionnant de la sincérité de cette question, parce que c'est d'une sorte de note vers, comment on dit en français, de défense légitime. Défense légitime, c'est un acte de défense légitime commis par des femmes qui savent bien que la venue d'un enfant nouveau à l'intérieur d'un espace qui est déjà menacé, suffisamment menacé par la pénurie et par le manque d'énergie. Cet acte de défense légitime témoigne pour le sérieux de la question dont nous parlons ici. Parce que la société, c'est un référendum de jour à jour sur la vivabilité de l'espace commun. Et dans les ordres primitives, on peut étudier d'une façon particulièrement claire le drame de cette immigration intérieure. Et comme les mères sont pour ainsi dire, les ministres de l'intérieur de leur groupe, ce sont elles qui vous donnent un passeport ou non. Et dans la perspective de ces indications, on pourrait développer un discours sur une réglementation pour cette immigration intérieure que la politique des naissances. Et nous sommes tous des immigrés à travers nos mères. Peut-être il faut nationaliser les femmes. C'est peut-être la solution.